Salut les petits loups, on se retrouve avec un grand bonheur avec en invité Benjamin Durand pour un deuxième numéro spécial top 10 d'une année choisie entre donc 62 et 2018, hein, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de couvrir toutes les époques. On avait commencé donc avec 1970, donc on s'est dit que la logique voudrait que cet épisode serait consacré à l'année 1971, Benjamin. Belle année, hein. Bien sûr, bonjour Antoine. Oui, non, mais on s'est dit que ça serait peut-être intéressant pour l'intérêt des années 70 de faire toutes les années 70 d'abord, et après peut-être que quand on aura fini les années 70, on mixera un peu plus les époques Oui. d'un podcast sur l'autre. Ouais, peut-être on n'a pas décidé de ça encore. Mais là, en tout cas, ça me semble vraiment intéressant de continuer là-dessus. Alors forcément, les années 70 et 60 pour moi vont être beaucoup plus faciles. C'est pour ça aussi que tu es là, c'est que sur les années 80, 90, tout ça. Je suis pas sûr, justement. Je suis Ouais, pas ouais, sûr que. Moi, je suis très j'ai curieux l'impression d'avoir de voir ce que tu retiendras des autres années entières. Je connais moins d'albums globalement, hein, C'est dans moins ma discothèque. automatique, c'est Ouais. moins dans ton truc, mais je suis sûr que tu connais en fait plein de trucs Ouais. et que tu auras vraiment à cœur en fait De défendre des trucs dont ouais. on n'imaginerait même pas Exactement. parler. C'est aussi le Exactement. but d'introduire aussi des nouveaux artistes dont on n'a pas encore parlé dans les podcasts précédents. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On commence direct, hein, je pense, avec donc je rappelle un peu le principe. Hein, je ne sais pas, je ne connais pas le top 10 de Benjamin, qui ne connaît pas le mien non plus. Donc on va y aller de 10 à 1 et on va voir si on a des chansons en commun, s'il y a des choses qui toi dont tu trouves pas d'intérêt. Certaines chansons que j'ai pu choisir, enfin d'intérêt où tu dirais ah bon, c'est marrant que tu aies pensé à ça. Donc c'est aussi ça qui est rigolo. Et de toute façon, l'intérêt sera ensuite d'aller écouter la playlist qui sera faite à partir de ces chansons. Et l'intérêt, pour nous, c'est aussi que vous, éventuellement, vous nous communiquiez votre top 10 de 71 à vous, et si possible, avec quelques insultes sur la médiocrité de nos choix. Exactement. Bon écoute, on va se lancer dans le vif du sujet. C'était toi qui avais commencé à parler, Absolument. donc on va faire l'inverse, c'est ça? Je vais commencer avec mon numéro 10 du coup. Absolument. J'ai hâte. Eh ben écoute, mon numéro 10, pardon. Et puis, on va essayer de le Oui, mettre oui, en tout à bruit de fait. fond. Ouais, on va mettre des petits extraits très très discrets derrière. Donc mon choix s'est porté sur un morceau de Parliament qui s'appelle Maggot Brain, qui ouvre l'album du même nom d'ailleurs, c'est la chanson éponyme de l'album de Parliament Funkadelic. Là je pense que c'est Funkadelic encore cet album, hein. Oui, c'est Funkadelic, c'est pas Parliament. Bon, c'est toujours un peu difficile de différencier les deux, mais Parliament a tendance à avoir plus de cuivre, etc. Tandis que les projets de Funkadelic sont vachement plus axés sur la guitare rock. Et là notamment c'est un exemple, c'est un morceau très long qui dure quasiment, qui dépasse les 10 minutes, trouve l'album. Et j'ai mis ça parce que c'est peut-être un des plus grands solos de guitare. C'est un solo de guitare de 10 minutes en fait. Donc voilà, j'ai voulu rendre hommage à ce guitariste exceptionnel qui est Eddie Hazel et qui va là nous offrir un solo absolument magnifique. La petite anecdote, c'est que George Clinton, pour essayer de le pousser dans ses retranchements et de lui faire sortir des choses vraiment qui viennent du plus profond de lui a parlé de sa mère qui était décédée, et du coup c'est cette intensité qu'on retrouve dans son jeu. C'est 4 accords qui tournent et Eddie Hazel qui est un guitariste hyper influencé par Hendrix évidemment, et c'est un peu la réincarnation d'Hendrix, qui est lui qui prend le relais en termes de guitare, et je pense aussi que Hendrix aurait certainement collaboré après sa mort avec ces gens-là. Donc là, voilà. On entend bien le solo. Donc ça part sur une boucle de 4 accords. Et le solo va partir. Ça, c'est un truc, moi, quand j'étais une quinzaine d'années, quand j'étais encore musicien, etc. Voilà. Moi, je me souviens, Magnifique. dès l'instant où je t'ai connu, il y a effectivement une quinzaine d'années, tu ne jurais que par ça, au-delà des Stones, quoi. Ouais, c'était une de mes influences majeures. Oh, j'aimais bien aussi plein d'autres trucs, mais c'est vrai que c'était À l'époque, c'était. j'étais aussi. Puis en plus, tu jouais dans un groupe qui était d'obédience Ouais, très c'est très ça, funkadelic aussi, Ouais, donc c'est ça. ça aidait beaucoup, quoi. Donc voilà, un toucher, pas trop de notes. Bon, après, c'est une grille en mineur, et le solo est fantastique. Bon, je pense que vous l'avez déjà entendu. En tout cas, si vous ne l'avez pas entendu, écoutez, vous pouvez y aller, hein, sur tous les albums de Funkadelic des années 70, c'est un régal, hein, Alors, pour le coup, moi, je suis pas dans la même veine. Moi, je connais pas bien du tout Sly and the Family Stone.
Du coup, je vais jamais les citer parce que je connais pas les albums. Je sais que ça va faire hurler par exemple un de nos chroniqueurs qui est Xavier Delamarre qui adore Sly, qui va pas comprendre pourquoi on les cite pas. Si je les cite pas, c'est parce que je les connais pas assez bien, donc je n'ai pas la légitimité pour en parler. Ce sera la même chose pour moi d'ailleurs, mais Ouais. Maximum respect Sly, Ouais. si tu nous écoutes, on se fait un bisou. Ouais. Donc voilà pour mon numéro 10. Eh oui. Et donc on passe au tien du coup. Bah oui, moi mon numéro 10, ça me suggère que si toi un de tes péchés mignons c'est les solos de guitare, etc. Moi mes péchés mignons, oui. moi mes péchés mignons c'est plutôt tout ce qui peut être chaotique et un petit peu un petit peu des gens qui veulent tout péter dans la vie. Et voilà une magnifique chanson qui exprime formidablement ça. C'est donc une chanson qui s'appelle Jump into the Fire. Et c'est dans l'album de Harry Nilsson, Nilsson Schmilsson, qui est le grand album qui reste un petit peu son chef-d'œuvre avant qu'il n'ait une carrière un peu plus erratique par la suite. Mais voilà, Nilsson Schmilsson, c'est vraiment son album où il y a ces grandes chansons. Il y a la reprise de Badfinger, Without You, mais où il y a aussi des chefs-d'œuvre absolus d'écriture que sont Driving Alone, Gotta Get Up au début. Et il y a ce morceau qui est à la fin de l'album, qui est une espèce de jam, en fait, complètement folle, et où Harry Nilsson est dans un pétage de plomb total, et qui restera un morceau assez culte. Alors c'est marrant parce que là quand on parlait je ne voyais absolument pas de quoi il s'agissait, et là à l'écoute des premières mesures je connais ce truc là, je l'ai entendu. Et ce qui est marrant c'est que c'est une chanson que moi j'ai... Enfin, je sais plus si j'ai connu la version de Harry Nilsson ou du LCD Sound System d'abord, mais en fait dès les premiers concerts de LCD Sound System vers 2002-2003, c'était une chanson qu'il reprenait quasiment à chaque concert, en fin de concert, j'encourage les gens qui aiment bien LCD Sound System aussi, même les autres par curiosité, à aller voir le film fait du concert au Madison Square Garden en 2011, où il y a une version complètement atomique de LCD Sound System avec James Murphy en transe totale. C'est moi ou il y a un petit côté télévision là que... Bah peut-être, mais enfin c'est télévision. Non, bien sûr, non, mais tu vois pas ce que je veux dire, non? Oui, éventuellement, oui, mais enfin bon. Même dans la prod de voix, les guitares, etc. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un raccourci assez facile que je fais, mais vachement bien. Je sais pas, alors j'arrive pas à me souvenir d'où j'ai entendu cette chanson, je l'ai entendue. Il doit y avoir un film. Écoute comment cette voix, quelle voix quoi. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais... Oui, mais ça a été effectivement dans des films aussi. Ouais. Je crois tout simplement que c'est dans Les Affranchis. Hein. Oui, effectivement. Voilà, oui. c'est ça, c'est là où je connais ça. Effectivement. Je pense que c'est même carrément la séquence où il voit l'hélicoptère qui suit une espèce de DJ7 avec Memo From Turner, qui passe de ça à What Is Life de Harrison aussi. Exactement, voilà. Bon, super choix. Bien content, et je savais pas ce que c'était, et maintenant je le sais. C'est pas mal comme numéro 10. On n'est pas encore trop mainstream, ça devrait pas tarder. Parce que c'est ça qui est terrible avec ces années-là, c'est que tous nos groupes préférés, non mais ces années-là globalement, il y a toujours des albums qu'on ne peut pas ne pas citer. Alors on a parlé des Diesel pour le numéro 10, et je vais faire alors c'est un peu bizarre parce que je vais parler du morceau Angel de Jimi Hendrix qui sort sur The Cry of Love, donc son album posthume qui est sorti en 71. Angel, c'est le Little Wing numéro 4, on va dire. C'est une ballade magnifique d'Hendrix, qui sera repris d'ailleurs avec brio par Rod Stewart, et qui est une chanson absolument délicieuse que je classe au même rang que Bold as Love, Castle Made of Sand et justement Little Wing. C'est là où Hendrix me touche le plus, quand il fait ses ballades avec un son clair. Peut-être que la production est un poil chargée. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'extraits sur YouTube, parce que la famille Hendrix contrôle vachement ça. Mais on va quand même essayer de trouver un petit extrait. Oui, voilà, c'est ça le problème avec Hendrix, c'est qu'il fait il y a des vidéos officielles, mais qui sont plus des behind the scenes, des petits docus sur les chansons. Donc on va juste en mettre un tout petit extrait, et c'est toujours Eddie Kramer qui
qui décompose les... Alors, je suis pas sûr que vous en ayez parlé dans le podcast consacré à Hendrix, mais moi j'aurais une question. Est-ce que ces enregistrements-là, sortis de façon posthume, est-ce que c'est des choses que, un peu comme on a connu ça récemment en France avec l'album de Johnny, n'est-ce pas? Oui. Faut toujours savoir. Que nous débrieferons pas. Merde. Ouais. Bref, est-ce que ces enregistrements posthumes, les premiers enregistrements posthumes, est-ce que c'est des choses que Hendrix avait complètement validées, qui étaient prêts à sortir par Hendrix, ou est-ce que des gens comme Kramer sont passés derrière, etc., avec d'éventuels refaits après la mort de Hendrix? On en parle, reportez-vous à notre podcast. Mais ceux-là immédiats, je veux dire, je parle vraiment de ceux immédiats après la mort de Hendrix. Après, je veux bien... C'est vraiment les sessions qui sont enregistrées à Electric Ladyland Studio en juillet 70, donc c'était vraiment l'album. Il était vraiment en train de... Voilà, là on entend le début de la chanson. Il était vraiment en train de réaliser un album qui aurait été, je pense, assez costaud. Et après, effectivement, il y a eu 5-6 versions différentes. Parce qu'ils ont absolument quasiment tout publié maintenant, hein, tous les jams, etc. Et effectivement, après, plus tard, il y a en 75, il y a des albums qui sortent et il y a des doutes quant à certaines parties de guitare qui seraient jouées par d'autres gens et d'autres musiciens qui seraient pas... Mais ça, Angel, c'est vraiment... D'ailleurs, on l'entend, il n'y a rien. Mitch Mitchell à la batterie, ça fait très expérience. En fait, c'est qui est la basse? À mon avis, c'est Billy Cox, qui était son partenaire d'armée. Oui, je sais. Ouais. Donc voilà pour mon numéro 9. Du coup, c'est vrai qu'on est parti sur un top 10 pour l'instant de guitare, mais ça va sûrement changer, parce que c'est pas dans toutes les époques que j'aime les guitares héros. Hein, donc voilà pour le 9, Benjamin, à toi. Eh ben un petit peu de France quand même pour une fois. Ah, c'est marrant parce que moi aussi j'en ai dans mon top 10. Ça serait bien. Numéro 9. Là, c'est difficile d'isoler un titre vu que c'est un album un peu concept. J'ai compris. Serge Gainsbourg, et ce sera l'hôtel particulier. Ah bah tu vois. Okay. Voilà, évidemment c'est quand même 71 la sortie de Mélodie Nelson, donc c'est quand même. On va en reparler, je pense, plus tard aussi. Un petit peu indispensable de mentionner ça. Donc voilà. Et puis celle-là, c'est peut-être. Non, en fait, c'est pas le seul morceau qui peut faire un peu single, etc. Mais il y a une ambiance là-dedans. Le son des musiciens, quoi. Voilà, le son. Enregistré à Londres. Par bien des aspects, ça ressemble parfois, les guitares sont hendrixiennes d'ailleurs sur cet album. Ouais. Et la basse et tout, c'est formidable, j'adore ce disque que j'ai redécouvert. De Herbie Flowers, le mec qui fait quand même quasiment dans la même journée ça et puis Walk on the White Side de Lou Reed quand même. Donc, c'est pas mal. Puis 3 autres. On vous laisse entrer. Non, et puis les arrangements cordes de Vanier. Alors ce disque est génial. Hein. Un disque hyper court, hein, et ça a duré 23 ou 24 minutes. Je me suis réécouté il n'y a pas longtemps et c'est vraiment. Je comprends que ça soit devenu culte, même si à l'époque ils en ont vendu 15 000, quoi. Enfin, très peu. Ça a carrément été bâché, non? Un peu, non? Non, ça a rendu les gens assez indifférents, mais de toute façon, Gainsbourg. C'est étonnant. Gainsbourg était un personnage culte, mais pas du tout majeur. Par rapport à ses chansons, oui, et puis voilà, et puis à la limite, les gens ne savaient pas que c'était lui l'auteur des tubes de France Gall. Dans les années 70, de toute façon, la star, c'est Birkin, c'est pas Gainsbourg. Gainsbourg, dans les années 70, c'est Monsieur Birkin. Et tout change avec le reggae. Un petit peu Six Extension, mais surtout effectivement aux armées, etc. Quoi. C'est là que absolument tout change. Bambou, ce sera un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. Mais voilà, tout change aux armées, etc. Un très bon choix pour ton numéro 9. Alors là, on va faire un assez marrant parce que moi, mon numéro 8, c'est un morceau du même album en fait. Du coup, c'est formidable. C'est formidable. Du coup, moi j'ai choisi, justement, contrairement à toi qui essayé d'avoir une logique de peut-être de porte d'entrée pour l'album, moi j'ai pas cherché plus loin, j'ai mis Mélodie la première. J'y pensais aussi. Je me doute bien, mais vraiment en réécoutant le truc, je me suis dit que Mélodie, justement, il y a tout. Et puis il prend et c'est un album il n'y a qu'un album de Gainsbourg comme ça, quoi, avec ce son-là, ces musiciens-là, et je trouve qu'au niveau de l'instrumentation, c'est vraiment rock, quoi, tu vois, et c'est ça qui me plaît aussi. Oui, après c'est vrai que, notamment par rapport au côté arrangement corde de Vanier, même si sur vue de l'extérieur, l'album qui suit
Il y a encore les arrangements cordes de Vanier. Il est moins connu vu de l'extérieur. Et c'est pas, il a pas ce côté narratif. C'est une collection de chansons. Oui, c'est moins un concept album. Et puis après, en concept album, là sans Vanier, il y aura aussi L'homme à tête de chou. Oui, c'est vrai. Donc déjà, les gens peuvent un peu se rendre compte pourquoi on est copains, parce que tu vois des directs, même album, on a quand même écouté des disques en commun. Tout à fait. Donc, et je pense que chacun de nous pensait être super. On va citer du français, mais finalement, ça nous est paru assez évident à tous les deux. Bah bien sûr. Et puis pour les gens qui aiment bien les petits côtés. Puis surtout l'espèce de fierté quand même d'avoir cette ce Gainsbourg qui est quand même admiré de plein de gens cool. Surtout sur cette chanson Mélodie, j'engagerai tout le monde à aller jeter un petit coup d'oreille à la chanson de Beck sortie en 2002 sur l'album Sea Change qui s'appelle Pepper Tiger, où absolument tout est qui est un total hommage. Hommage à cette chanson-là en particulier, aux arrangements, etc. Enfin bon, la façon dont la batterie est jouée, les arrangements cordes, c'est extraordinaire. Arrangés par le papa de Beck, David Campbell, qui est un grand arrangeur de cordes. De toute façon, moi je vous fais une promesse, c'est qu'on va bientôt se pencher sur les artistes français. Il n'y en aura peut-être pas 30, mais on fera au moins un podcast sur un peu sur la vie et l'œuvre de Serge Gainsbourg et Alain Bachung, au moins. C'est ceux qui me paraissent, qui nous intéressent, je pense le plus, même si après on pourra étendre les années qui viennent. Bachung, là, il y a l'actualité de cet album très très douteux qui est sorti hier. Ah, j'ai écouté un peu hier. Le 24 novembre. J'ai arrêté. T'as un doute sur c'est pas un doute, je trouve ça vraiment éthiquement percevable, quoi. Je trouve ça éthiquement percevable on en reparle, c'est très très faible par rapport à. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ce truc de Bachung qui sort en deux mots? C'est pas compliqué. En plus, moi personnellement, je m'en souviens parce que à l'époque, je connaissais quelques auteurs-compositeurs français qui donnent des chansons comme ça aux chanteurs machin. Et l'un d'entre eux m'avait un jour dit putain, en ce moment c'est la. Donc là, ce dont je parle, c'était en 2006-2007. Et il me disait c'est l'effervescence parce que Universal a fait un appel à tous les autocompositeurs français pour fournir des chansons pour Bachung. Bachung ne veut pas écrire, ne veut pas bosser avec Jean Fauque, donc tous les compositeurs. Et donc en fait, tu avais toute la place de Paris qui alimentait Bachung en chansons. Et donc Bachung a reçu beaucoup de chansons, il en a enregistré beaucoup aussi. Mais il a fini par faire un choix qui s'est principalement pour Bleu Pétrole, son dernier album studio, qui s'est orienté sur les chansons surtout de Gaëtan Roussel, le chanteur français super. Violet. Non, non, le chanteur Manset, Gérard Manset. Puis aussi Armand Méliès et Joseph Danvers. Et là, ça monte là dans le morceau. Non, mais ça c'est extraordinaire. Et du coup là, il a publié les morceaux qui n'avaient pas publiés sur Blue Petrol. Et voilà, en fait, il avait donc enregistré des morceaux, etc., mais qu'il n'avait pas validé, qu'il voulait pas ce que c'était. Donc c'est ça qui gêne, c'est que finalement. Et en fait, ils ont repris les morceaux, ils les ont fait retravailler notamment par Edith Forbrena qui avait été sur Fantaisie militaire. Mais le résultat est vraiment sans saveur. Anecdotique peut-être. T'as Bachung, t'as machin, mais bon, c'est. Puis en plus, une fois de plus. Il voulait pas les sortir, quoi. Il voulait pas les sortir, et puis en plus, Bleu Pétrole, c'était vraiment un truc particulier où il avait vraiment des gens qui lui écrivaient des chansons, où il participait un petit peu moins, il était plus dans la production. Alors que d'habitude, donc Bachung, c'était pas quelqu'un qui chantait les chansons des autres, c'est quelqu'un qui se faisait aider pour les chansons. Et sur Bleu Pétrole, il a laissé plus les chansons des autres, et il a vraiment fait un choix, donc c'est aussi pour ça. Enfin bon, bref, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais c'est bien, on a fait une petite introduction française qui n'était pas arrivée depuis le début de nos podcasts. Mélodie Nelson, quoi. Ouais, voilà, Mélodie Nelson. On a tous les deux mis à peu près à la même place. Et donc on va attendre ton numéro du coup 8, puisque moi Mélodie c'était mon numéro 8. Voilà. Tout à fait. Numéro 8, Rod Stewart, Maggie May. Je suis content que tu l'aies mise parce que... Maggie May, voilà. Ouais. Ça pour le coup, ça c'est c'est une chanson sublime, sublime en plus au niveau du texte, etc. Une
chanson du peuple et c'est Une chanson qui n'aurait pas dû sortir en single, c'était la phase B qui était pressentie pour être phase A. Et les DJ ont tellement aimé cette chanson qu'ils l'ont propulsée avec le succès qu'on connaît, quoi. Ce qui est fabuleux surtout, c'est que c'est vraiment une chanson comme je disais, une chanson du peuple qui... en plus, ce qui est rigolo, c'est que vraiment dans le nord de l'Angleterre, c'est vraiment à mon avis dans le top 5 des chansons que tu passes et qui donnent le sourire aux gens, quoi. Ouais, il suffit de voir d'ailleurs les performances de Rod Stewart en Angleterre, dès qu'il interprète ça, c'est communion. Au-delà de ce côté-là, moi quelque part ce qui me touche encore plus, c'est quand la chanson passe dans un pub et de voir la réaction des gens. Les sourires. Les gens d'un certain âge, en tout cas les gens de plus de 50 ans, etc. Quand on est dans un pub et tout de suite, ça fait partie de cette espèce de corpus de chansons, un peu au même titre que les chansons des Kinks, un peu au même titre que les chansons des Jam, que les chansons des Smiths aussi. Voilà, ça appartient à ce corpus-là de chansons qui savent traduire les émotions sincères et fortes des gens qui ont des vies normales. Ouais. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette chanson, qui fait la qualité intemporelle de cette chanson-là. Et je pense que la culture anglaise sera éternellement reconnaissante à Rod Stewart d'avoir fait cette chanson-là. Ouais. Je suis vraiment content que tu l'aies mise, parce que ça a été horrible de ne pas la mettre pour moi, mais cette année-là, vous le verrez, il y a tellement d'albums avec Rod Stewart, mais bon, bref. Donc super chanson, qui aurait pu être largement numéro 1 pour moi, mais que je n'ai pas mis dans mon top. Donc merci Benjamin de ton choix, parce que je l'aurais évoqué si tu l'avais pas fait. C'est une chanson très importante pour moi, qui m'a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur les gens. Un morceau qui figure, qui est un single qui est sur Every Picture Tell a Story, magnifique album, tout est génial d'ailleurs. Eh ben merci pour ton numéro 8, donc c'est ça. Du coup, on va y a encore se rapprocher là, parce que moi, la chanson que j'ai choisie, donc c'est bien parce que c'est dans le même thème. Pour dire, Every Picture Tell a Story sort, et il y a 2 albums des Faces qui sortent aussi. Alors, j'aurais bien sûr pu choisir Stay With Me, qui est une chanson géniale et qui cartonne aussi, coécrit aussi avec Ron Wood, quand même, faut bien le dire. Hein. Mais j'ai choisi une chanson de Ronnie Lane pour lui rendre hommage, qui est sur l'album Long Prayer. Donc il y a 2 albums des Faces qui sortent cette année-là, c'est Long Prayer et l'autre dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, un ode, je sais pas quoi là, avec la photo de live. Donc moi j'ai choisi Richmond, qui est une chanson que j'adore et qui évoque un quartier de Londres que j'adore et qui est important pour moi. C'est une banlieue de Londres, pas un quartier de Londres. Alors, si vous connaissez mieux l'Angleterre que moi, c'est une banlieue de Londres. Et où d'ailleurs Pete Townshend a eu ses appartements, qui est Ron Wood aussi, Ronnie Lane, etc. Et c'est une chanson dont le thème est assez récurrent dans l'histoire du rock, sur le fait que leur quartier d'origine manque à ces gens-là qui sont constamment en tournée. Donc voilà, et si vous voulez voir une petite vidéo, il y a une interprétation à Top of the Pops qui est absolument génial, et où on voit tout l'esprit de camaraderie de ce groupe formidable dont on ne parle pas assez. Et là, c'est vraiment l'écriture de Lane que j'adore, avec une voix qui se rapproche un peu pour moi de celle de George Harrison. Petite chanson, duo de slide, Ronnie Lane, Ron Wood. Qui est aussi Debris de Ronnie Lane, qui est une de mes chansons préférées aussi. J'aurais pu aussi la mettre, mais vraiment malheureusement je ne l'ai pas mise, et c'est vrai que je n'y repense qu'à cette occasion-là. Moi, je l'ai vu et je me suis dit merde, il y a aussi alors, ça. Debris, c'est magnifique, c'est une des plus belles chansons du monde aussi. Je suis d'accord. Et c'est vraiment pas du tout du mépris que de ne pas l'avoir mise là pour toutes les chansons là, mais c'est vrai que ce top 10 aurait pu être un top 20. Tu peux mettre des albums entiers quoi, si c'est quand même. I wish I was in Richmond. Et qu'est-ce que j'aime voir l'expression de son visage quand il chante et quand il joue, il est tellement authentique. C'est vraiment un groupe comme on n'en verra plus, quoi, une bande de copains. Sur les images, là, ils se balancent du PQ. Ils jouent au foot sur scène. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on fera un podcast
Je sais pas comment on fera parce que entre les Small Faces, les Faces et la Bah, grâce faut de Rod Stewart, faut distinguer les deux, faut le faire en deux parties. En fait, je pense ouais, qu'il y ça me aura un semble podcast mieux, Small ouais. Faces et Ouais. un podcast Rod Stewart plus les Faces dans Ouais, un ouais. seul, je pense. Hein. Allez, ils disent pretty good là. Ils sont en live. Chanson très simple, hein, mais avec quand même Rod Stewart à la contrebasse sur les images. Donc voilà mon numéro 7 du coup déjà. C'est beau. Voilà, magnifique. Et donc est sur l'album Long Prayer. Ah, ouais. Voilà, très très bon disque. Bah vraiment. Et j'adore ce passage qui... Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait un parallèle avec les compositions d'Harrison et la voix. Ah bah si, je comprends tout à fait, oui. Ouais, c'est étonnant. Enfin voilà pour mon numéro 7, Benjamin. Du coup là, toi c'est ton numéro 7 et on aura déjà fait les 4 premières. Je t'écoute, j'ai hâte. Numéro 7, c'est Cosmic Dancer, T-Rex. Ah, d'accord. Une des plus... De toute façon, c'est l'année T-Rex en Angleterre. Hein. C'est le plus gros groupe en Angleterre en 71. C'est sur quel album C'est sur Electric Warrior, bien sûr. évidemment. Leur plus réussi, hein, leur album le plus En tout cas, réussi. c'est celui qui a traversé les époques, on parle Tout toujours à fait. quand même de leur chef-d'œuvre. Et The Slider aussi, qui est aussi tout aussi excellent. Qui est moins cité quand même, non dans les... Un peu moins, ouais. Mais surtout là, ce qui est magnifique, c'est déjà la mélodie est sublime, la voix de Bolan est sublime, mais l'arrangement cordes de Tony Visconti, c'est les plus beaux arrangements cordes de tous les temps, quoi. On parlait de Jean-Claude Vannier, et ben l'arrangement cordes de Tony Visconti là est complètement fou. C'est Ken Scott qui fait ça? Non Non, c'est pas Ken Scott, non. C'est marrant, là aussi la similitude. Non, avec c'est certains Tony Visconti. D'accord. Tony ouais. Visconti qui fait les arrangements, qui est la prod qui est le producteur, bien D'accord, sûr. Bah oui, ouais, bien sûr, oui. Ils se sont fâchés avec Bowie. Ils sont pas forcément fâchés, mais c'est que T-Rex commence à devenir tellement important Mais ça sonne- que Bolan recrute Tony Visconti à plein temps pour produire tous les singles et tous les albums, alors que Bowie est toujours Oui, toujours dans son jusque époque là, Songs of il est the World, là. voilà, il Ouais. est parce que Tony Visconti était encore le bassiste même de Bowie à l'époque de Man Who Sold the World. Ouais. Et là, il se consacre totalement au son de T-Rex à partir de là. Quand Get It On sort, évidemment, j'aurais pu aussi mettre tout aussi bien Galiland, Ouais. Hot Love ou Ouais, c'est bien que t'aies mis Gypster. celle-là, Mais celle-là, les gens la connaissent moins, sûrement que... Bah, elle est devenue elle a eu une postérité parce que c'est la chanson du film Billy Elliot. D'accord. Donc en Angleterre notamment, elle a eu un retour de hype total à cause du film Billy Elliot qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Voilà, c'est un énorme classique aussi en Angleterre, redécouvert par une autre génération à cause du film. Et Morrissey aussi avait repris la chanson dans les années 90 pour une phase B. D'accord. Non, donc, mais très bon choix, si je peux me permettre. On arrive on arrive au numéro 6. Et il me semble... Et moi, pour le numéro 6, j'ai choisi un morceau des Who qui sortent un super album qui s'appelle Who's Next. J'ai pas tapé dans les hits et j'ai bien sûr choisi Lovin' for Keeping, qui est une de mes chansons préférées des Who. Parce que déjà, elle dénote complètement du reste de la production de l'album. Là, il s'agit de guitare acoustique, d'une chanson assez courte. Et j'adore le jeu de guitare de Townsend à l'acoustique, qui fait des petits plans absolument géniaux. Une chanson, vraiment un album track typique, hein, un peu oublié, parce qu'on cite toujours Baba O'Reilly, Won't Get Full Again et My Wife, et bien Blue Eyes, bien sûr. Et ça, c'est une chanson qui passe un peu inaperçue sur l'album, mais que je trouve vraiment réussie, avec un bon Roger, et surtout le travail de mixage de guitare est fabuleux. Et je voulais vraiment... J'aurais pu prendre Bargain, que j'adore, mais j'adore ce disque. Et je trouve que c'est une des chansons d'album qui a le mieux vieilli. Voilà, donc je vous invite vraiment à redécouvrir ce morceau. Ah oui, non, c'est superbe, effectivement, mais rien que le son des acoustiques, d'ailleurs c'est assez ouais. rigolo parce que sur les éditions
où on a une prise alternative de la version du Record Plant, je crois. Il y a une version à l'électrique, etc. Et ça donne absolument pas le même cachet à la chanson. D'ailleurs, les versions live sont assez pathétiques en général. Enfin, pathétiques, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais sont assez anecdotiques, on va dire, à l'électrique. Et vraiment, ce côté country qui est assez rare chez les Who. Et je trouve vraiment que c'est un ovni et que voilà, j'adore ce titre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même rendre hommage à Who's Next, qui est un putain d'album qui sort aussi cette année-là. Même si on aurait pu mettre les fers de lance que sont Won't Get Full Again et Baba O'Reilly, bien sûr, mais bon, non, vraiment, ce solo d'une finesse. C'est sublime. Donc c'est cool, ça fait 2 morceaux un peu acoustiques. C'est sublime. Parti sur de l'électrique, là je suis revenu au basique. Donc le numéro 6, avant d'attaquer notre top 5. Eh bien, le numéro 6, voilà, je fais preuve de snobisme en ne citant pas le morceau le plus évident de cet album-là, mais ce ne sera pas forcément la seule fois dans ces tops. Mais j'avais fait l'impasse sur Led Zeppelin en 70, c'était impossible de faire l'impasse en 71. Et donc j'ai choisi When the Levee Breaks sur le 4e album de Led Zeppelin qui n'a pas de titre. No title. Et qui ne s'appelle pas du tout Led Zepp 4. Ouais, c'est vrai. On l'a dit comme ça parce que c'était le 4e. Et donc tu m'as dit que la chanson c'était When the Levee Breaks, donc la dernière chanson de l'album. D'accord. Et qui va influencer énormément le hip-hop. En 70, Led Zeppelin 1, on aurait pu mettre ses I've Been Loving You. Non, mais 1 c'est 60. Led Zeppelin 3. Oui, c'est le 3, voilà. Et j'avais mis quelque chose, moi ? Non. C'est étonnant. Voilà. Il fallait faire des choix. Ce son de batterie a été multi-samplé par les rappeurs, enfin, et je pense notamment aux Beastie Boys évidemment. Mais c'est un des morceaux les plus incroyables de Led Zeppelin. Et une des meilleures s'il fallait essayer d'expliquer à quelqu'un, de faire ressentir quelle est en quoi ce groupe ne joue pas comme les autres, n'a pas un son comme les autres et est complètement unique quand ils jouent ensemble. Il suffit de passer ça parce que là. Rien que déjà au niveau du son de batterie, c'est ce qui me saute à la gorge. Moi, dès que j'entends Led Zepp, pourtant elle est enregistrée de façon très simple, d'après les photos ou ce qu'on sait, c'est vraiment un micro au-dessus de la batterie et c'est vraiment le toucher de Bonham, cette frappe, ce son, quoi. Un batteur peut aussi avoir un son sans passer par des amplis, etc. Et c'est vraiment je trouve l'illustration la plus clairvoyante John Bonham, quoi. Et puis le style de Jimmy Page, quoi. C'est quand même pas si fréquent d'avoir Jimmy Page à la slide, et là il en met vraiment partout, c'est incroyable. Ouais, mais il reste bien là. Ah bah, toujours. Ouais. Il faut jamais oublier avec Jimmy Page qu'il y a toujours l'ancien musicien de studio qui sommeille en lui, quoi. Il sait, c'est quelqu'un qui sait, qui est démonstratif, mais qui sait ne pas en faire trop. Couper au bon moment, exactement. Des trucs, c'est ça le génie de Jimmy Page complètement. Aussi. Ouais, c'est vachement bien. Bon, on arrive au top 5, hein. Oui. Ben, du coup, on va encore. C'est marrant parce que on va se renvoyer l'ascenseur en permanence. Et moi, mon numéro 5, c'est aussi un morceau de Led Zeppelin, aussi un morceau de Led Zepp 4, forcément. Mais j'ai choisi, moi, Misty Mountain Up. Ah, c'est drôle ça. Que j'adore, hein. C'est tout simplement parce que la chanson cesse de me surprendre dans son tempo, dans la voix. Tout est pas à la bonne place et en même temps, ça a une unité géniale. Enfin, vraiment, j'adore ce morceau, j'adore ce son de Dandy Jones. Hein, non, mais même le son d'orgue et tout, la batterie, comment elle part, voilà. Et l'originalité de la composition, quoi. De toute façon, Led Zeppelin, pour moi, c'est un des groupes les mieux enregistrés de toutes. Ouais, je suis d'accord. Ils ont un son intemporel c'est un des groupes qui a le moins vieilli de tous. Ouais. Le son, les prises de son sont fantastiques, quoi. Les prises de son sont fantastiques. Cette chanson m'amuse beaucoup, en fait. Ouais. Ouais, puis le après, il y a vraiment des gros trucs sur cet album. Une fois de plus de groove de Bonham. Ouais. Enfin bon, on allait quand même pas mettre Stairway to Heaven. Ni Black Dog ou ni Rock'n'Roll qui sont moins fortes que ça, quoi. Même si c'est pas mal. Non, on a fait des bons choix. Ouais, non, mais c'est bien. Ça a été d'autres choses que les évidences, quoi.
En plus, c'est vraiment pour moi le choix du cœur. Hein. C'est vraiment, je regarde la liste de titres, j'ai pas réfléchi 3 heures, je savais que j'allais mettre celle-là. C'est celle qui me bouscule le plus. Donc voilà pour mon 5. Allez, là, battons le fer tant qu'il est chaud. Numéro 5, Benjamin. Eh bien, numéro 5, on va prendre une chanson des Rolling Stones. Une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Systemorphine. Ah, c'est marrant, qui est enregistré. Je crois qu'on disait qu'il est enregistré un peu avant, mais bon, comme on a dit, on a précisé ensemble que bien sûr c'était les chansons parues en l'année. Donc non, peu importe si le matériel date d'avant, on va. C'est marrant, je n'étais pas sûr que tu cites un morceau de Sticky Fingers, tu vois, je me demandais. Pas de Sticky Fingers forcément, mais des Stones du coup. Non, je voulais en citer forcément un, mais celle-là m'a paru la plus pertinente. Tout simplement parce que en fait, surtout à en discuter aussi souvent avec toi, ça me fait réfléchir à des petites subtilités, à ce que j'apprécie en tout cas. Dans ma maturité sur les Stones, etc. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte que je suis de plus en plus critique avec le manque de sincérité. Enfin, en tout cas, je les dévalue quelque part sur leur côté je m'en foutiste et le peu de sincérité qu'ils peuvent mettre très, très, très fréquemment dans la musique qu'ils font. Une époque où c'est pas le cas. Mais si, je trouve que sur Sticky Fingers, il y a beaucoup de choses. On parle souvent de Dead Flowers et du mépris que Jagger a pour le. Alors que Dead Flowers, c'est une chanson que j'adore en plus. Ouais, je sais bien. Mais le mépris qu'il peut avoir pour la country, etc., etc. Mais là, notamment parce que c'est une chanson qu'il a écrite avec Marianne Faithfull. Ouais. D'ailleurs, elle a mis du temps avant d'être créditée, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, on sent qu'il se sent là, il déconne pas. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qui passe à travers ça, et en plus l'urgence totale de la guitare de Ry Cooder, on dira jamais assez à quel point Ry Cooder est un génie. J'espère qu'on l'a quand même souligné quand j'avais cité même au Flum Turner l'année d'avant, mais ouais, Ry Cooder c'est d'ailleurs les deux morceaux, il y a Ry Cooder de qualité qu'on a mis dans les tops. Donc Love in Vain, mais dès qu'on fait mais qui joue pas de slide, je parlais de la slide. Non, c'est vraiment un super morceau, il n'y a rien à dire. Bien d'accord, et bien content que tu aies choisi ce titre-là que j'aurais pas du tout pensé à mettre, même si c'est un morceau que j'adore aussi. Même si j'aime quand même vachement plus la face A que la face B de Sticky Fingers. Bref, donc c'était ton numéro 5, donc on arrive à mon numéro 4, et là ça a été compliqué parce que je n'ai pas mis de morceau de Ram. C'est un choix que j'ai fait parce que je pense que l'album est à prendre en entier, et même si j'aurais pu, mais je pensais à Uncle Albert et à Heart of the Country que j'adore, mais j'ai choisi Wildlife qui est moins connu, et je pense peut-être que c'est une des plus grandes performances de Paul McCartney vocalement, quoi. Vraiment c'est juste incroyable la façon dont il est chanté, et il repousse même les limites de ce qu'il avait pu faire sur Oh Darling, même si le morceau est une boucle aussi, et que bon, les paroles sur les animaux, etc. sont pas forcément un album très décrié, hein, ça a été massacré. Ah oui, et donc complètement. À redécouvrir d'urgence, moi l'album. En plus il va être réédité bientôt. Ça y est, je crois que c'est plus ou moins sorti en coffret. Non, c'est un super disque, très très. J'adore la face A notamment, hein, là aussi encore une fois. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours été fanatique, même s'il n'y a pas grand chose, hein, même si ça peut apparaître. C'est ça que j'adore. Même si ça peut être très très. Très épuré. Un peu mièvre, etc. Mais j'aime beaucoup une chanson qui s'appelle. Some People Never Know. D'accord. J'ai une fascination là-dessus. C'est vraiment con comme la lune, les paroles. Mais alors la mélodie, le truc et tout ça, c'est. Alors allez réécouter cette chanson et dites-moi ce que vous pensez de la partie vocale de McCartney qui est dans un état de transe absolu. Et sur l'avantage, c'est que les Wings ont été filmés à chanter ces chansons-là sur la première tournée. Et donc sur YouTube, il y a des vidéos de McCartney en live qui la chante. Pas forcément des universités, mais non, plutôt des. Je crois que les images qui me viennent à l'esprit, il y en a une en répète et il y en a une autre qui a été tournée genre dans un concert aux Pays-Bas, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà pour mon 4, donc bien sûr, j'ai
fait l'impasse sur Ram, c'était terrible. J'adore cette chanson et je voulais quand même lui rendre hommage. Je pense qu'elle a encore, en plus, elle est pas très connue, entre guillemets, à part des fanatiques de Paul. Non, c'est vrai, ouais. Je sais pas si jamais sur les compiles. Non. Même sur la dernière en 4 volumes. Après, là, comme il y a des éditions avec énormément de titres, c'est peut-être possible qu'il l'ait mis. Je crois qu'il a quand même renié pas mal l'album, et c'est là-dessus qu'il y a une chanson qui s'appelle. Il y a Dear Friend quand même dessus. Il y a Bebop, oui. Qui déteste d'ailleurs. Qui déteste, mais en France, nous lui en sommes reconnaissants parce que c'est Bebop qui a inspiré la musique de J'ai 10 ans d'Alain Souchon et donc la musique de Laurent Voulzy. C'est vrai. Et le premier tube de Souchon et Voulzy, c'est quand même grâce à Bebop de Paul McCartney. J'avais lu ça quelque part. Donc voilà pour mon numéro 4, si je dis pas de bêtises. Alors ton numéro 4, avant d'attaquer le top 3. Eh bien, mon numéro 4, on a eu Paul. Mon numéro 4, c'est John Lennon et Jealous Guy. J'avais fait l'impasse sur... Eh ben, on va tout de suite vous avouer que c'est mon numéro 3, donc on va faire une pierre deux coups. Hein. Donc voilà. Et c'est marrant, on a choisi tous les deux celle-là, parce que pour moi, c'est une chanson qui... vas-y, je te laisse, parce que c'est notre choix. En plus, là, du coup, on a encore plus l'occasion d'y penser, parce qu'il y a eu cette réédition d'Imagine qui vient d'avoir lieu, et j'ai un peu exploré ça. On a vu ensemble Gimme Some Truth, etc. Et je suis resté, j'avais oublié ce bout d'interview, etc. Mais ce bout d'interview fabuleux où tu as Lennon qui est en train d'expliquer que... en réfléchissant à l'amour, je me suis dit que en étant la personne très très progressiste que je tiens à être, j'estime qu'on doit laisser les gens exister, etc. Mais qu'au final, quand je me rends compte de mon tempérament réel, je suis qu'une espèce de macho, etc. Quand j'aime quelqu'un, je veux qu'elle m'appartienne, etc. Et quelque part, j'ai honte de ça. Ouais. Et voilà, effectivement, ça résume tout à fait les conflits humains, masculins, etc. Et voilà, si la musique doit servir à quelque chose, ça doit être à exprimer des sentiments pareils. Et en plus, sur une mélodie pareille, sur une production, voilà, Phil Spector là quand même est au summum. Il en fait pas. Il est d'une sobriété sublime. La Spector fait un boulot mais fantastique. Spector est vraiment un génie de par le traitement qu'il fait de ça. Lennon derrière, il est en espèce de liberté surveillée quelque part. Mais ce travail est magnifique. Cette chanson est éternelle. Je l'ai mise en 3 parce que c'est une des chansons qui est capable, après la 30 millième écoute, à me bouleverser totalement. Elle est beaucoup plus forte, même si c'est con de le dire, qu'Imagine, qui est resté le truc le plus célèbre de lui, alors que je pense elle est beaucoup plus honnête que Imagine, parce qu'une fois de plus, on se faisait la réflexion en regardant le truc. Il dit Imagine, no possession, no machin, mais il fait ça dans son manoir avec la rivière au milieu et son piano blanc. Je trouve vraiment il est vraiment entier, il est vraiment lui quand il chante Jealous Guy. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, la chanson au départ s'appelait Child of Nature et vous pouvez entendre du coup sur les Escher Demos la version avec d'autres textes, avec un autre texte qui est beaucoup moins bien. Et pour lui qui pourtant était dans l'immédiateté et tout, il a quand même retravaillé son texte et sorti cette bombe quoi. En même temps sur Imagine, quasiment la moitié des chansons sont des chansons composées en 68-69, alors qu'il était toujours avec les Beatles. Exactement. C'est pour ça que c'est le dernier album qui est incontestable, malheureusement. Oui, tout à fait. En tant qu'entité. Quoi. Après, il y aura Double Fantasy, mais c'est autre chose. Ouais. Les chansons de Yoko sont meilleures. Voilà, en plus. On fera un podcast Double Fantasy, j'ai hâte d'y être, tellement on va faire hurler les gens. Ouais. Mais effectivement, oui, ça sera un peu l'idée, préparez-vous. Donc du coup, voilà mon top 3. Le troisième, c'était Jealous Guy. Oui. Alors, le top 3 de Mister Durand. Ah, enfin, c'est le premier match qu'on a... C'est le premier morceau en commun qu'on a de 71 là. Oui, tout à fait. Alors qu'on a eu beaucoup d'albums en commun, mais on a fait des choix différents, donc c'est plutôt cool. Ça va nous ouvrir sur plein de trucs. Et moi c'est assez bizarre parce qu'en fait, j'ai changé en cours de truc mon numéro 3 et j'ai viré quand même la chanson qui était numéro 3 pour l'expurger totalement du classement, ce qui peut paraître un peu bizarre. Mais voilà, effectivement, un peu comme toi, j'avais mis une chanson de Ram, etc. Mais je me suis dit que Ram... finalement c'est dingue, alors que c'est un audice préféré, reportez-vous à notre podcast sur Ram. Mais je me suis dit que j'ai sacrifié une chanson de Ram
parce que je pouvais quand même pas passer sous silence l'album What's Going On de Marvin Gaye. Ah, j'en étais sûr, Et sur l'album je comprends pas, moi. Et sur l'album de What's Going On de Marvin Gaye, il y a vraiment cette fascination totale que j'ai pour Inner City Blues, qui est quand même le truc, espèce de un truc totalement novateur à l'époque, et d'une beauté musicale, d'une tension, et puis d'une actualité politique formidable avec les problèmes des quartiers, de la coexistence des communautés aux États-Unis, avec le spectre du Vietnam derrière ça, et voilà. Et derrière cette espèce de musique limite divine derrière, surtout la partie de basse. Je me taire pour qu'au moins nous on puisse écouter la partie de basse, vous, et écouter là éventuellement chez vous. Là, ça va. C'est marrant, c'est qu'on dirait que c'est tellement en avance sur son temps par rapport au son, quoi. Complètement, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans ces années-là, c'est que c'est vraiment le changement. C'est un album que j'ai essayé d'écouter, mais et comme on le met toujours dans le top 5 des meilleurs albums de tous les temps, du coup, j'ai encore une espèce de pudeur par rapport à ça et j'arrive pas à l'y mettre, j'arrive pas à différencier les chansons les unes des autres. Je pense que j'ai pas encore mis la concentration dans l'écoute de cet album. J'espère que ça va me revenir en pleine poire bientôt. C'est une chanson que tu peux pas comprendre si tu n'es pas dans la même obsession de foi dans laquelle Marvin Gaye est. Et je parle pas de foi religieuse particulièrement, même si évidemment, bien sûr, dans son univers intellectuel à lui, ça entre évidemment en compte. Mais il faut savoir écouter ces disques qui sont... parce que la musique est un appel à la foi, qu'on le veuille ou non, quoi. La musique vient du gospel, vient du blues, vient du machin, etc. Et de faire de la politique, quoi, de faire de la musique. Complètement. Et bon, quand on parle de foi, moi je le vois plus comme ça, mais... Bon, éventuellement, on reparlera plus en détail de cet album, c'est sûr. Hein, de cet album-là, du choc de cet album-là, parce que du choc qu'il fait en interne chez Motown, parce que c'est quand même l'album qui amène la politique vraiment au sein de Motown et qui provoque un vrai conflit entre Marvin Gaye et Berry Gordy à cause de ça. Mais... Tiens, on a quand même tous les deux des top 3 des gens qui se sont fait assassiner. Tiens, c'est juste... Enfin, non, mais oui. Ça, c'est juste rigolo, entre guillemets. Quasiment à la même année, d'ailleurs. Enfin, dans la même période. 83 pour Marvin Gaye. Oui, donc c'est... Ah oui, je croyais que c'était avant. Non, bah écoute, bon, ça c'est incroyable. Moi, là, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on est en 89, quoi. Enfin, c'est pas le bon exemple, mais que c'est une prod complètement plus moderne. Donc pour 71, c'est dingue le son, ça. Ouais, complètement. Mais ça n'a pas tout de suite été repris par les autres. Non. C'est plus tard, j'ai l'impression que l'album, peut-être que les gens ont mis longtemps à le digérer. Ah, non, l'album a été un vrai choc à l'époque. Ça s'est vendu et tout. Ah ouais, non, c'était un énorme succès. Bah, d'ailleurs, c'est ça que Berry Gordy a fini par céder et mettre le disque en vente en disant plus ou moins tu vas voir comment tu vas te balader. Et en fait, ça a été... non, mais en plus... Au niveau de la communauté noire, c'est quand même l'époque juste après les Jeux Olympiques de Mexico, juste après Watts, juste après Watts, oui, après machin. Et c'est l'époque de Shaft, c'est l'époque de Curtis Mayfield, etc. Donc voilà, il y a tout un monde, toute une émergence de la culture noire concernée que Berry Gordy quelque part ne veut pas voir. Ouais. Et bon. Non, mais c'est sublimissime, quoi. Et alors, effectivement, on aurait pu mettre la chanson What's Going On. Ouais, je pensais que t'allais On aurait pu mettre Merci Merci aussi. Ouais. Mais non, c'est bien que t'aies choisi celle-là. Ça, pour moi, c'est au-dessus parce que tellement, là, ça amène Marvin Gaye dans une dimension tellement encore plus haut que ce que What's Going On, la chanson, l'amène. Là, il entre dans une espèce de... C'est une espèce de chanson de trance, quoi, mais puis les musiciens ont l'air tellement portés par quelque chose de supérieur à eux. Bah lui, mais même les musiciens aussi. Mais je te dis, la basse, ils sont portés par Marvin. Je pense oui, que aussi, ça que je voulais dire. Bon bah super, on arrive au top 2. Attention, un gros suspense. Pour ceux qui me connaissent, ça va peut-être pas les surprendre. Le numéro 2 sera un morceau des Rolling Stones. Alors c'était compliqué, hein, donc c'est Sticky Fingers qui sort. Bon, le choix évident aurait dû être Wild Horses parce que même si pendant longtemps j'ai eu un désamour pour cette chanson que j'ai trop entendue partout, tout le temps,
elle m'est revenue dans la tête, dans la tronche comme un boulet de canon il y a 4-5 ans, et je trouve que c'est une des 7e merveilles du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que ce qui me représente le plus, ça restera Can't You Hear Me Knocking, où il y a à peu près tout ce que j'aime chez les Stones, qui sont concentrés dans ces 7 minutes dingues, avec une première partie typiquement stonienne, un riff absolument génial qui est dans le top 5 des meilleurs riffs de Keith Richards. Il y a un line-up qui est mon line-up préféré. Hein. Il y a Billy Preston à l'orgue, il y a un solo de sax de Bobby Keys. Et ce jam, qui est une prise de risque pour les Stones, il y a assez peu de morceaux où il y a une jam comme ça assez longue, excepté bien sûr Going Home en 66, mais là ils amènent le truc un peu plus loin. Et puis voilà, rendre hommage à Mick Taylor, c'est peut-être une de ses plus belles contributions en studio avec les Stones. Solo fantastique, c'est un morceau que j'ai toujours voulu reprendre. Enfin voilà, moi, Can't You Hear Me Knocking, c'est dans mon top 10 déjà des morceaux des Stones. Bon, Walder Seas y est aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu dur, mais quel album et quelle face A surtout, parce que Brown Sugar est vachement bien aussi, mais bon voilà, j'invite vraiment les gens, et je pense que c'est une porte d'entrée pour les gens qui n'aiment pas les Stones, qui peut être intéressante, quoi, parce que ils font avec ce riff, voilà, encore un morceau qui est dans pas mal de Scorsese, quasiment en entier, hein, dans Casino, je crois. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que les Stones ont toujours refusé à ce que la chanson soit publiée dans la bande originale, alors qu'ils ont fini par accepter, parce que surtout que là, on est dans la période Rolling Stones Records, donc c'est bon, ouais. c'est pas Dan Klein, c'est eux qui donnent l'autorisation, alors que Scorsese est quand même leur pote. Et ils ont donné l'autorisation pour que la chanson soit publiée en BO sur la BO de ce film sur la drogue. Il n'est pas sur le disque de la BO. Avec Johnny Depp, ouais, bien sûr. Et il n'est pas sur le disque, mais ils ont autorisé à ce qu'elle soit sur le disque de la BO de ce film sur la drogue avec Johnny Depp qui s'appelle... merde, comment ça s'appelait ce truc tiens, si tu peux faire une recherche à côté. Johnny Depp, qui est-ce qui avait réalisé ça? C'était le frère d'un réalisateur connu. Je suis désolé d'avoir aussi peu de... C'était Blow. Blow, ça s'appelait, je crois. Johnny Depp, Blow. Mais c'est pas Sway? Non, voilà, Blow Johnny Depp. Voilà. C'est ça. Et donc le générique de ce film, c'est Can't You Hear Me Knocking, et elle est sur la BO, voilà. Oui, c'était avec Penelope Cruz, je me souvenais pas de ça. C'était assez, c'est pas terrible d'ailleurs comme film, c'était vraiment du sous Scorsese. Moi, je comprends avec autre chose. Ouais, alors, non, t'as raison, c'est bien ça, Can't You Hear Me Knocking. Non, ça, je m'en souviens très bien. J'adore ce morceau. Je me souviens très bien que c'était l'ouverture du film. D'ailleurs, évidemment, du coup, ça fait partir sur un truc assez machin. Le chant de Jagger est rempli de cocaïne et de tequila. Je sais. Après, cette petite chanson, elle aurait dû être complètement anecdotique et c'est probablement évincée s'il n'y avait pas ce jam après avec des percussions et tout. Voilà, vraiment, j'adore ce morceau. Moi, au contraire, moi, c'est toujours le début que j'ai toujours, que je trouve, en tout cas, quand j'ai découvert ces chansons-là, que je trouvais mieux que le fin. La fin, c'est rigolo, mais bon, c'est un peu de la branlette des années 70 quelque part, mais c'est très bien. Comme les Stones en font peu, je suis content d'avoir ce passage-là. D'ailleurs, un morceau qui ne sera jamais joué de l'époque, même s'il aurait été tenté en 71 au début de la tournée anglaise. Bill l'écrit, donc ça a été joué. Oui, et puis apparemment, ils arrivaient tellement pas à la jouer qu'ils se seraient arrêtés. C'est ce qui est écrit dans les mémoires de Bobby Keys. Ils racontent qu'ils ont arrêté le morceau en plein milieu, et donc ils l'ont laissé tomber de côté jusqu'en 2002 avec Ron Wood qui fait le solo. Et il y aura eu des versions donc récemment avec Mick Taylor, des bonnes versions. Ils l'ont notamment joué à Glastonbury. Donc voilà, grande chanson, qui sera mon numéro 2 pour ce top 10 71. En fait, je suis embarrassé parce que finalement, je crois qu'on a même numéro 1 au final. C'est très probable. Bah attends, j'ai pas ton numéro 2 d'abord. Ouais, c'est vrai, mais non. Bah voilà, alors là, il est l'heure pour moi de faire un mea culpa. Donc, voilà, il n'était pas venu encore. Donc le numéro 2, c'est Surf's Up des Beach Boys. Ah bah tu l'as déjà mis. Non, j'ai mis Until I Die. Ah oui. Donc, explique-nous ton... Donc voilà, non, j'ai juste vu que quand on regardait de façon très impréparée la dernière fois en 70, 71, oui. Surf's Up, l'album Surf's Up sortir, et donc je voulais mettre Until I Die, etc. Et en fait, alors je me suis renseigné et j'avais pas
complètement tort, puisque un premier mix de Until I Die a été prêt en 1970 et a été diffusé sur une radio new-yorkaise c'est bon, ça en 70. Donc des gens ont écouté Until I Die en 70. En plus, c'est marrant parce que dans l'épisode précédent, justement, tu venais de me clasher sur Memo Absolument. Moi, je te disais, ça se trouve, c'est enregistré en 68. Absolument. Et tu vois, tu te trompes ça, aussi. pour le coup, Oui, bon. l'enregistrement de Surf's Up, comme les. Donc ça, tu le remets à un putain de Beach Boys dans, bien ton sûr. top 3. C'est tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. marrant. Je savais pas que c'était aussi important, même au-delà de Pet Sound et Smile, pour toi les Beach Boys. Bien sûr. Non, mais c'est bien cool. sûr, mais surtout ça, parce que c'est en plus, comme les gens le savent peut-être, c'est une chanson qui est commencée là pour le coup qui fait partie du projet Smile, Surf's Up. C'est la dernière chanson du deuxième mouvement de Smile. Et surtout, elle apparaît dans une émission de télévision diffusée en 67 par Leonard Bernstein, qui a envoyé une équipe de télé filmer Brian Wilson chez lui. Et il joue au piano la dernière partie de Surf's Up. Et cette archive est complètement bouleversante. Et il n'y aura aucune suite jusqu'en 71. D'accord. C'est la première fois Et en fait, donc Surf's Up est retravaillé pour l'album du même nom, Surf's Up, sorti par les Beach Boys en 71, mais où il y a une contribution minime de Brian Wilson. Et Wilson dit aux autres, tiens, prenez Surf's Up, etc. Et c'est Carl Wilson, c'est Carl Wilson qui chante la première partie et Brian Wilson qui chante la dernière. Donc ça, c'est la partie qu'on voit dans l'archive de Leonard Bernstein. D'accord. Et donc, cette espèce de thématique de Smile et surtout ce message principal, c'est l'enfant est le père de l'homme, quoi. Cette espèce de mantra de Brian Wilson qui ne le quitte pas et qui est sa nostalgie éternelle, mais sur 15 mouvements dans la chanson, ce découpage complètement cubiste de mini-symphonies comme ça qui vont dans tous les sens, mais qui avec une richesse de production complètement inouïe et que lui seul peut faire. Et qui donne en plus à cet album qui enchaîne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet album-là. Avec des merveilles et des choses beaucoup plus médiocres, mais qui se finit sur ce ton où on se demande vraiment où est-ce qu'on est, quoi. Et c'est merveilleux. Et ça mérite bien que deux chansons du même album deux chansons de Brian Wilson sur cet album en tout cas, soient mentionnées là-dessus. Bon super. Alors du coup, avant de commencer l'émission, tu me disais de toute façon, là pour le coup, contrairement aux 70, je suis sûr de ne pas avoir le même... surpris quand même. Attends, on ne sait pas. Tu me disais que là pour le coup, ça m'étonnerait qu'on ait le même numéro 1. On va voir. Je vous assure que tout ça n'est pas préparé, donc si c'est le cas, c'est vraiment complètement hallucinant. Donc notre numéro 1 en commun, parce qu'en plus c'était le seul morceau du top 70 qui était placé au même endroit, le numéro 1. Donc moi mon numéro 1 c'est Life on Mars de David Bowie. Et toi aussi? C'est pas vrai. Et je vous jure que c'est pas du tout fait exprès. C'est voilà. Mais comme quoi il y a quand même des trucs quand même qui sont imbougeables. Et un jour peut-être qu'on éditera tous les top 1 dans une compile chez Barclay Édition. Bon qu'est-ce qu'on peut dire de Life on Mars, quoi? Non, c'est... Non, et puis ça, et surtout que ça mérite d'être numéro 1 parce que là, on a quand même vraiment n'oublions pas que c'est quand même une chanson qui passe complètement inaperçue au moment de sa sortie. Oui. Hunky Dory sort inaperçu, Life on Mars n'est pas sorti en single du tout à l'époque. Elle sera sortie en 73, c'est pour ça qu'il y a un clip que tout le monde connaît, de Mick Rock. Mais 71, personne, Life on Mars, il faut acheter l'album Hunky Dory à la fin de l'année 71 d'ailleurs, pour pouvoir écouter Life on Mars. Mais alors, après l'histoire est connue, on en a déjà parlé. Bowie essayait de faire une adaptation comme d'habitude de Claude François. Son adaptation n'est pas retenue, ce sera My Wet Polonka qui est comme ça. Et donc David Bowie décide de faire une espèce de détournement de viol d'une espèce de composition comme ça extrêmement classique, classieuse et mélodramatique qu'on a là, pour faire quelque chose
qui va être bancal, qui va être perturbant. De toute façon, voilà. David Bowie, c'est quelqu'un qui a une écriture de la perturbation. Il aime venir provoquer dans la composition, et c'est pour ça qu'il y a ces changements de mode complètement incohérents si on suit une logique de compositeur de chansons classiques. Et là-dessus, en plus, se greffent les merveilles que fait Mick Ronson aux arrangements. Là, moi, je trouve toujours que ce coup de piano, justement, sur la première divergence, quand il fait... et quand il double le piano d'un coup de corde, quand la corde arrive là-dessus, c'est quelque chose de magnifique. Et là aussi, extrêmement perturbant. Et puis effectivement, ce qui va nous amener à la suite, c'est de terminer la chanson par les coups de comment on appelle ça, de timbales de Kubrick, enfin hommage à Kubrick de 2001 Odyssée de l'espace, et qui vont en plus être le pont pour la suite de Ziggy Stardust, vu que là c'est Kubrick encore, mais via Orange Mécanique, qui va grandement influencer Bowie. Donc c'est vraiment marrant, parce que moi c'est vraiment moi qui suis vraiment pas féru de science-fiction, loin de là. C'est peut-être la seule science-fiction que j'aime, c'est celle de Bowie. Je sais pas, parce qu'elle est juste belle et juste réelle, quoi. Ce n'est pas de la science-fiction, je trouve qu'elle est vraiment... Ah si, c'est un type de science-fiction, c'est que tu as une image... Non, mais j'aime pas ça, à la base, l'idée que le truc soit pas calqué sur le réel, etc. Et je trouve que pour de la science-fiction, pour moi, c'est réel. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est tellement magnifique. Et ça dépeint plein de situations dans la vie magnifiques. C'est vraiment d'une beauté incroyable. Mon épouse est rentrée au mariage, à notre mariage, sur cette chanson. Non, c'est une des plus grandes chansons de tous les temps. Il n'y a pas à chier, quoi. Bah oui. Et puis, le génie de Bowie. Oui, et surtout. Moi, je pense que c'est passé inaperçu. Je leur dis, en 71, ça vient te poser c'est ce qui incarne le mieux le changement d'époque. Ouais. Et en plus. Et en plus, c'est une chanson qui aujourd'hui est devenue totalement au panthéon total du rock, etc. Et pour la petite histoire, j'ai aussi pensé à l'iPhone Mars de façon plus personnelle, parce que je me suis retrouvé de façon complètement impromptue avec deux très bons amis, Javid et Shadia, il y a dimanche dernier dans le bar tenu par Monsieur Javid, le Motel à Paris dans le 11e arrondissement, établissement conseillé. À chanter à tue-tête l'iPhone Mars, parce que tout simplement c'était ce qui passait de façon aléatoire dans le sound system de ce bar magnifique, le Motel à Paris dans le 11e arrondissement. Et ben on a fait le tour, hein. Ça fait deuxième numéro de top et deuxième numéro en commun. C'est assez magnifique. C'est assez marrant. Bon ben voilà, j'espère qu'on n'aura pas été trop long, parce que je crois que c'est le podcast le plus long depuis le début, hein. Il y a plus d'une heure, 1h02. Donc écoutez, on vous embrasse et on se retrouve très vite pour l'année 72. Hein. Merci Benjamin de ta présence. Merci Antoine. Et gros bisous à tous. Retrouvez tous les autres podcasts, hein. Vous tapez sur Antoine et ses copains le rock, et puis on est déjà à une 50aine, donc régalez-vous, et j'espère qu'on progresse et que vous nous écoutez. N'hésitez pas à liker pour qu'on ait des retours et que ça nous pousse encore à continuer, même si on le fera quand même. Je vous embrasse.